Ils pensaient ouvrir un coffre-fort de l'histoire de la musique, mais ce qu'ils ont découvert était bien plus sombre que quiconque aurait pu l'imaginer. Après le décès de Voletta Wallace, mère du légendaire Notorious B.I.G., la succession de Christopher Wallace, longtemps scellée, a finalement été ouverte. Mais au lieu de morceaux inédits ou de vieux contrats, les enquêteurs sont tombés sur un héritage entouré de silence, de secrets et de trahison. Pendant des décennies, les fans ont pensé que l'héritage de Biggie était entre les mains de sa famille. Aujourd'hui, la vérité refait surface et réécrit tout ce que nous pensions savoir sur Biggie Smalls. Il ne s'agit pas seulement de musique, mais aussi d'honorer l'homme qui en est à l'origine. Christopher Wallace n'était pas seulement un nom du hip-hop, il en était le cœur. Mais ce qui est ressorti de sa succession a révélé que les conséquences de sa mort étaient bien plus troublantes qu'on ne l'avait imaginé. Connu dans le monde entier sous le nom de The Notorious B.I.G., Biggie Smalls, il était un maître conteur dont les paroles dépeignaient les dures réalités de la vie à Brooklyn et ont laissé une empreinte indélébile sur le genre. Sa mort tragique en 1997 n'est pas seulement la perte d'un artiste, c'est aussi le silence d'une voix qui a parlé pour toute une génération. Au-delà de la musique, le patrimoine de Biggie était un géant, valant des millions de dollars en redevances, droits d'édition et contrats de marque. C'était un trésor culturel d'une valeur incommensurable. Au centre de tout cela se trouvait Voletta Wallace, farouche protectrice de l'héritage de son fils, infatigable et inébranlable. Elle a supervisé chaque détail, non pas dans un but lucratif, mais pour préserver le nom de Biggie dans la dignité et la vérité. Sa mission était claire, faire en sorte que l'histoire de son fils reste authentique, intacte et réelle. La force de Voletta était ancrée dans la lutte, façonnée par des années de difficultés avant que Biggie ne devienne célèbre. Elle a compris l'importance de préserver la dignité de son fils dans une industrie musicale souvent guidée par le profit plutôt que par les principes. Dans le cadre de batailles juridiques complexes et de négociations commerciales, elle s'est acharnée à garder le contrôle de la succession, la protégeant contre les opportunistes et les conflits susceptibles de ternir l'héritage de Biggie. Son engagement ne s'est pas limité aux finances. Voletta s'est battue pour que l'esprit de Biggie reste vivant. Mon fils serait le premier à vous dire que j'écris ce que je vois. Elle a veillé à ce que son histoire soit racontée avec respect et authenticité. Grâce à sa vigilance, la voix de l'une des plus grandes icônes du hip-hop continue de résonner, inspirant les nouvelles générations tout en honorant l'homme derrière la musique. Et pendant des années, il semble qu'elle ait réussi. Mais ce qu'ils ont trouvé dans la propriété de Biggie, des années plus tard, raconte une histoire bien différente. En effet, alors même que Voletta montait la garde, quelque chose d'autre se déroulait. En coulisses, un réseau complexe d'accords commerciaux, de structures juridiques et de manœuvres financières mettait la succession entre les mains de personnes extérieures, largement inconnues du public et des fans. Peu après le décès de Biggie, deux hommes sont apparus comme des figures clés de la gestion de la succession, Wayne Barrow et Mark Pitts. Tous deux sont des vétérans chevronnés de l'industrie, profondément ancrés dans le monde de la musique et liés à la carrière de Biggie bien avant sa mort. Mais leur nomination n'a pas été motivée par la loyauté familiale. Il s'agissait plutôt d'une décision calculée de la part de ceux qui cherchaient à naviguer dans le labyrinthe commercial entourant le domaine. Barrow et Pitts se sont vus confier de vastes pouvoirs, gérant les finances, contrôlant les licences, négociant des accords et prenant des décisions créatives concernant le matériel inédit et l'image de marque. Au fil des ans, leur influence n'a cessé de croître, consolidant discrètement leur contrôle. Ils opéraient à huis clos, loin des regards de la presse et des fans qui vénéraient le nom de Biggie. Personne n'a remis en question cet arrangement. La Volette, bien que protectrice, leur faisait confiance ou, du moins, acceptait leur rôle. Elle est restée publiquement le visage de l'héritage. Mais ce qu'ils ont trouvé dans la chambre forte, des années plus tard, a révélé que le véritable contrôle s'était depuis longtemps déplacé derrière des portes closes. Et plus ils cherchaient, plus les choses devenaient claires. Il ne s'agissait pas seulement d'un changement de direction. C'était le début de quelque chose de bien pire que ce que tout le monde imaginait.
Personne ne pouvait ignorer le moment choisi. Ce qu'ils ont trouvé dans la succession de Biggie Small après le décès de sa mère a laissé les fans sans voix. Et c'était bien pire que tout ce que l'on aurait pu prédire. Le mois de mars 2025 a été marqué par une annonce qui a fait des vagues dans l'industrie musicale et dans la communauté des fans. Valetta Wallace s'est éteinte paisiblement à l'âge de 78 ans, marquant ainsi la fin d'une époque. Le dernier intendant familial direct de la tristement célèbre société B.I.G. a été la dernière famille à gérer l'héritage du célèbre Big. Pourtant, quelques semaines plus tard, il s'est produit un événement qui a provoqué une onde de choc dans tout le secteur et qui a déclenché des signaux d'alarme qu'il était impossible d'ignorer. Ce n'est pas seulement qu'une vente a eu lieu, c'est ce qui a été vendu et la rapidité avec laquelle tout s'est déroulé. Des informations ont fait surface selon lesquelles l'intégralité du catalogue de Biggie avait été vendue. Il ne s'agit pas seulement d'une poignée de titres ou de droits d'édition sélectifs. L'accord portait surtout les enregistrements originaux, les droits d'édition, la musique inédite, la marque et même le contrôle de l'utilisation de son nom et de son image faisaient partie de l'accord. L'acheteur, Primary Wave, une société d'investissement musical puissante et agressive, connue pour l'acquisition de droits sur des catalogues emblématiques, notamment ceux de légendes comme Bob Marley et Prince. Les initiés de l'industrie ont immédiatement estimé la valeur de la transaction entre cent et 150 millions de dollars. Mais aucun chiffre officiel n'a été publié. Et surtout, il n'y a pas eu de dernière déclaration de la Valette, juste le silence. La soudaineté de la vente en a laissé plus d'un pantois. Ce n'est pas seulement l'ampleur de la vente ou l'acheteur qui sont en cause, mais le moment choisi. L'accord semble avoir été négocié bien avant que le public ne sache que la Valette était gravement malade. Les initiés ont rapidement commencé à chuchoter. Cet accord n'était pas nouveau. Les négociations auraient été entamées depuis des mois, voire des années, à huis clos, alors que la santé de Madame Valetta déclinait tranquillement dans un centre de soins palliatifs et que sa capacité à superviser la succession s'estompait. Le pouvoir de décision finale semblait être transféré ailleurs. Ce qu'ils ont découvert par la suite, c'est une chronologie qui ne correspondait pas à la réalité. La vente semble avoir été orchestrée bien avant son décès, ce qui soulève des questions troublantes. Valetta avait-elle vraiment consenti à cette transaction ou avait-elle été mise à l'écart alors que les véritables contrôleurs de la succession finalisaient une sortie lucrative? Et surtout, que signifiait cette vente pour les millions de fans qui croyaient que la succession était un patrimoine sacré détenu par la famille de Biggie? Le moment semblait trop bien choisi, trop stratégique. Et cela a ouvert une porte que la succession avait longtemps gardée fermée. L'héritage de Biggie était-il toujours protégé ou était-il devenu une simple transaction commerciale? Les questions s'accumulaient. Les fans, les journalistes et même d'autres artistes ont commencé à demander des éclaircissements. Mais le domaine n'a fourni aucune explication publique, seulement le silence. Et au fur et à mesure que ce silence s'intensifiait, une chose devenait évidente. Ce qu'ils ont trouvé dans les biens de Biggie après la mort de Valetta n'était pas seulement choquant. Cela a changé tout ce que nous pensions savoir. Le coffre-fort qui n'aurait jamais dû s'ouvrir. Ce qu'ils ont trouvé dans la propriété de Biggie Small n'était pas seulement inattendu. Il a été dissimulé à dessein. Lorsque Primary Wave a finalisé l'acquisition du Notorious B.I.G., ils ont hérité de bien plus que des droits et des redevances. Ils ont hérité d'une responsabilité. Et avec elle, l'accès à une chambre forte scellée depuis plus de 20 ans. Ce qui s'y trouve n'a jamais été destiné à être rendu public. Une fois ouvert, on comprend pourquoi il est resté si longtemps dans l'ombre. Enfoui sous un immeuble de bureaux banalisé, la chambre forte climatisée ressemblait davantage à un film à suspense sur la guerre froide qu'à des archives musicales. Il n'avait pas été touché depuis le début des années 2000. À l'intérieur, des rangées de classeurs, des boîtes d'archives soigneusement empilées, des bobines de bandes magnétiques de la vieille école et un lourd parfum d'histoire oubliée. Mais il ne s'agissait pas seulement de souvenirs, c'était de la vérité derrière la succession de Biggie Small. Et c'était bien pire que ce que l'on imaginait.
Il y avait des centaines de bandes maîtresses, de bobines analogiques impeccables et de fragiles sauvegardes numériques, capturant des couplets inédits, des prises alternatives et des sessions de studio rares, des démos de collaboration oubliées, brutes et non filtrées, révèlent une facette de Biggie que le public n'avait jamais entendue. Des paroles manuscrites, griffonnées de corrections et de gribouillages passionnés, décrivent le processus créatif à l'origine de certaines des chansons les plus emblématiques du hip-hop. Des documents financiers relatent l'ascension et la chute de l'âge d'or de Bad Boy Records, révélant les contrats, les redevances et le réseau complexe de l'empire commercial de Biggie. Des journaux intimes offrent un aperçu de ses réflexions personnelles, de ses luttes avec la célébrité, de sa famille et de l'ombre constante du danger qui planait sur la scène rap des années 90. Des photographies intimes et des enregistrements audio, jamais partagés auparavant, ont ajouté des couches humaines à la légende. Les documents montrent non seulement la richesse qu'il a générée, mais aussi où elle est allée et qui en a réellement profité. C'est alors qu'est apparue l'armoire verrouillée, solidement fixée et boulonnée au sol en béton. À l'intérieur, dans des enveloppes en papier manille délavé, portant la mention « Retain Privately Internal Use Only », se trouvait une collection de documents si sensibles qu'ils avaient été physiquement séparés des archives musicales et cachés comme des secrets d'État. Les enveloppes juridiques jaunies, fragilisées par l'âge, contenaient des documents qui allaient bientôt tout dévoiler. Les fans et les historiens pensaient savoir tout ce qu'ils savaient sur l'empire posthume de Biggie. Il ne s'agissait pas de répartition de redevances ou de contrats d'artistes. Il s'agissait de schémas juridiques, conçus pour déplacer discrètement le pouvoir. Un pouvoir qui appartenait autrefois à la famille. Un pouvoir qui avait été publiquement défendu par Voletta Wallace. Un pouvoir qui, selon les documents, était depuis longtemps passé entre d'autres mains. Ce qu'ils ont trouvé dans la succession de Biggie a révélé une restructuration discrète, qui s'est déroulée sans fanfare, à huis clos, et qui a laissé le récit public complètement intact. Mais sous cette surface se cache un plan de contrôle caché, en cours d'élaboration depuis longtemps, et le plus troublant, c'est qu'il a été mis en place des années avant que quiconque ne connaisse l'existence de la chambre forte. Une restructuration silencieuse. Les enveloppes à accès restreint ont révélé un ensemble de documents relatifs à la gestion de la succession, datant de 1997, juste après la mort de Biggie, jusqu'en 2002, une période que l'on considère généralement comme ayant été dominée par la famille Wallace. Mais la vérité qui se cachait à l'intérieur de ces documents était bien plus troublante. Des contrats détaillés, souvent estampillés et signés avec une authenticité sans faille, révélant le transfert précoce et systématique des droits financiers et créatifs de Biggie à des tiers, non pas des membres de la famille ou des conseillers de confiance, mais des personnes physiques et morales directement liées à Wayne Barrow et Mark Pitts. Ces noms, familiers dans les cercles de l'industrie musicale, sont soudain apparus comme des architectes de l'ombre réécrivant les règles de l'héritage de Biggie. Les cadres juridiques qui sous-tendent le domaine ont été discrètement révisés. Les pourcentages de participation aux bénéfices ont été modifiés en faveur de ces nouveaux superviseurs, souvent par le biais de clauses en petits caractères déguisées par un jargon juridique complexe. Les contrats de licence ont été restructurés avec des termes ambigus qui accordent des autorisations générales pour le merchandising, les droits d'image et l'utilisation de la musique, souvent sans que la famille ne soit informée ou consultée. Ces manœuvres ont été exécutées sous le couvert de la légalité. Sur le papier, chaque signature et chaque cachet avaient un air de légitimité. Mais sous ce vernis se cachait une ambiguïté morale calculée, l'effacement de la famille de Biggie des décisions financières clés, la mise à l'écart de ses plus proches parents et une trahison de la confiance dissimulée sous le couvert de la confidentialité. Plus effrayante encore, aucune divulgation publique et aucun rapport d'audit. Aucun avis des médias n'a jamais reconnu ce changement. Elle n'a pas été cachée aux auditeurs ni aux régulateurs, mais plutôt à ceux qui avaient les droits les plus personnels. Les personnes à qui Biggie avait fait confiance dans sa vie, la famille qui avait pleuré et géré sa mémoire.
Cette restructuration silencieuse a été un secret soigneusement gardé pendant plus de 20 ans, enfoui au plus profond d'une succession qui semblait extérieurement intacte et unifiée. Maintenant que le contenu du coffre-fort a été dévoilé, le mythe fragile d'un héritage contrôlé par la famille commence à s'effondrer, révélant une bataille cachée pour le contrôle. L'influence et les profits. Le testament en voie de disparition. Ce qu'ils ont trouvé dans la succession de Biggie Small n'était pas censé être vu, car il racontait une histoire très différente de celle que l'on a vendue aux fans. À l'intérieur des enveloppes à accès restreint prétendument déterrées du coffre-fort se trouvait une trace écrite, légale qui s'étendait de la mort de Biggie en 1997 jusqu'au début des années 2000, époque à laquelle beaucoup pensaient qu'il était encore sous la direction ferme de sa mère, Voletta Wallace. Cependant, la vérité cachée dans ces documents allait révéler quelque chose de bien pire que tout ce que l'on aurait pu imaginer. Selon des initiés, la dernière section de cette armoire hermétiquement fermée renfermait quelque chose d'encore plus obsédant. Parmi les documents juridiques et les notes internes, il était fait mention, sans jamais être officiellement confirmé, mais discrètement cité par les initiés, d'une clause manquante censée faire partie d'une deuxième version ou d'un codicile du testament original de Biggie. S'il était légitime, cet amendement aurait transféré le contrôle total de la propriété intellectuelle et du patrimoine de Biggie à ses enfants après la mort de Voletta Wallace. Le testament original était méticuleux, attribuant des biens spécifiques, des droits d'édition aux effets personnels, à des personnes nommément désignées. Il reflétait un héritage familial, une feuille de route conçue pour sauvegarder la lignée de Biggie et garantir que sa musique et son image resteraient entre des mains de confiance. Mais ce plan a peut-être été discrètement effacé. Si cette deuxième clause a existé, elle a disparu. Pas de copie notariée, pas de témoignage. Juste une traînée de références et de correspondances internes faisant allusion à sa création et à sa disparition discrète. On ne sait pas s'il a été perdu, enterré ou délibérément dissimulé, mais son absence a laissé un vide juridique et émotionnel béant. Au lieu de cela, les registres d'homologation ont confirmé qu'une version différente avait été déposée. À première vue, ce document semblait similaire, mais un examen plus approfondi a révélé des changements subtils mais radicaux. Les actifs clés qui avaient été explicitement attribués dans le document original étaient désormais décrits de manière ambiguë ou carrément omis. Les bénéficiaires, qui détenaient auparavant des intérêts clairs, ont été consolidés, souvent remplacés par de vagues personnes morales ou des fiduciaires anonymes. Plus inquiétant encore, la dynamique du pouvoir qui sous-tend ce testament a connu une évolution spectaculaire. Des droits plus étendus de gestion de l'État ont été accordés à des représentants extérieurs, des personnes sans liens familiaux, qui ont soudain obtenu une autorité considérable sur les décisions concernant l'héritage, les finances et la propriété intellectuelle de Biggie. Puis vint la signature. Les experts en écriture manuscrite appelés à analyser les signatures et les annotations ont décelé des incohérences troublantes. Les variations dans la pression du stylo, la fluidité du trait et le style de la signature suggèrent qu'au moins l'un des testaments porte une signature falsifiée. Peut-être une marque contrefaite remplaçant la véritable main du défunt rappeur, dont l'héritage est désormais à vendre. Les implications étaient stupéfiantes. Les dernières volontés de Biggie ont-elles été ignorées, réécrites, effacées? Quel est le vrai testament? Et qui a intérêt à remplacer un héritage par un autre, les millions manquants? Ce qu'ils ont trouvé dans la succession de Biggie Small n'était pas seulement une confusion juridique. Il s'agissait d'une piste financière qui menait tout droit à l'obscurité. L'histoire de la succession posthume de Biggie ne s'est jamais limitée à des morceaux inédits et à son statut d'icône. C'est aussi une question d'argent. Beaucoup d'argent. Au cours des décennies qui ont suivi sa mort, la valeur déclarée de la succession est passée d'une modeste somme de 10 millions de dollars à la somme stupéfiante de 160 millions de dollars. Publiquement, cette croissance monumentale a été largement attribuée à la gestion inlassable de Voletta Wallace, considérée comme la gardienne de l'héritage artistique et financier de son fils. Pourtant,
L'audit minutieux réalisé en 2025 a permis de lever le voile sur une réalité bien plus sombre. Selon les personnes proches de l'enquête, les experts comptables ont mis au jour un réseau complexe de sociétés écrans, des entreprises conçues explicitement pour dissimuler les flux d'argent. Ces entités présumées, souvent enregistrées dans des paradis fiscaux disséminés dans le monde entier, percevaient des revenus provenant d'un éventail vertigineux de sources. Accords de licence musicale, lignes de vêtements et de produits dérivés portant la marque de Biggie, droits sur des documentaires et des biopics, et même sur des enregistrements inédits. Pourtant, lorsque les enquêteurs ont suivi l'argent, ils se sont retrouvés dans une impasse. Seule une petite partie de ces bénéfices a été versée sur les comptes destinés aux enfants de Biggie ou au trust de la succession. La majeure partie de l'argent a transité par un réseau obscur de comptes offshore, par le biais de transactions complexes qui ne laissaient aucune trace écrite. Dans de nombreux cas, les paiements auraient été effectués à des sociétés anonymes ou à des personnes identifiées uniquement par des initiales cryptiques. Des noms que les équipes d'enquêteurs ont remontés jusqu'à d'anciens directeurs, musicaux et gestionnaires de patrimoine ayant une longue expérience dans l'industrie. Rien qu'entre 2010 et 2020, des dizaines de millions de dollars auraient disparu dans ces couloirs financiers secrets. Malgré les demandes répétées de transparence, les explications sont restées évasives. Aucun audit n'a été réalisé. Les mécanismes de contrôle semblaient intentionnellement laxistes, voire inexistants. Il est apparu clairement que la croissance financière stupéfiante du domaine était en partie une façade. Un récit soigneusement construit pour masquer une mauvaise gestion systémique ou PIRE, un détournement délibéré de fonds. Les millions manquants ne représentaient pas seulement une perte de richesse, mais aussi une trahison de la confiance envers la lignée de Biggie et les fans qui vénéraient son art. Cette révélation allait constituer un tournant, jetant une lumière crue sur ceux qui avaient contrôlé l'empire de Biggie, dans les coulisses et réécrivant l'histoire de son héritage financier posthume. Les archives effacées. Au fur et à mesure que l'audit médico-légal épluchait les couches de la succession de Biggie, la piste numérique commençait à s'effilocher de manière troublante. Parmi les révélations les plus frappantes, on note la disparition choquante d'une grande partie du matériel inédit dont les rumeurs circulaient depuis longtemps parmi les initiés de l'industrie et les fans inconditionnels. Le Master Index, un registre méticuleux compilé par des archivistes de confiance il y a plusieurs dizaines d'années, répertoriait plus de 40 titres inédits. Il ne s'agissait pas de simples ébauches ou de démos jetables, mais de chansons entièrement formées, dont beaucoup sont considérés comme représentant l'un des travaux les plus intimes et les plus expérimentaux de Biggie. Pourtant, lorsque les archives physiques de la succession ont été examinées, moins de la moitié de ces enregistrements étaient présents. Des bobines entières de bandes audio numériques, DAT, qui constituaient autrefois l'élément vital des sessions de studio dans les années 90, avaient tout simplement disparu. La disparition n'était pas subtile, c'était un vide, un trou béant dans l'histoire de l'une des plus grandes voix du hip-hop. Ensuite, il y a eu l'affaire d'un disque dur spécifique tenu dans le plus grand secret. Selon les rumeurs, il contiendrait des journaux intimes et des séquences rares tournées dans les coulisses des sessions emblématiques Life After Death, le genre de contenu qui aurait pu offrir un aperçu inégalé du processus créatif et de l'état d'esprit de Biggie au cours de ces derniers mois. Lorsque les experts ont tenté d'accéder à ce disque, ils ont trouvé un résultat dévastateur, un tombeau numérique corrompu et illisible. Des spécialistes de la criminalistique numérique auraient été appelés pour enquêter sur cette anomalie. Leurs conclusions ont fait froid dans le dos. Les données n'ont pas été perdues à la suite d'une dégradation ou d'un accident. Elles ont été effacées à l'aide d'un logiciel d'effacement de qualité militaire, des outils généralement réservés aux fichiers gouvernementaux sensibles et conçus pour ne laisser aucune trace récupérable. Aucune suppression fortuite ne peut expliquer la rigueur de l'effacement. C'était intentionnel, calculé. Quelqu'un s'est donné beaucoup de mal, non seulement pour contrôler les enregistrements posthumes de Biggie, mais aussi pour effacer des pans entiers de son passé. Pourquoi effacer ce qui était autrefois si précieux? Quel secret recelait ces bandes disparues?
Les squelettes numériques de la succession laissaient entrevoir une purge soigneusement orchestrée. Une campagne de l'ombre visant à remodeler le récit de la vie et de l'art. De Biggie en supprimant les éléments gênants ou préjudiciables de l'histoire. La vente de l'héritage qui a caché la vérité. En apparence, l'acquisition du catalogue de Biggie par Primary Wave a été présentée comme une simple transaction commerciale. Une occasion pour les fans de voir l'héritage de l'artiste préservé et monétisé dans un paysage musical en évolution rapide. Les communiqués de presse ont vanté une nouvelle ère de gestion, promettant de revitaliser l'œuvre du rappeur emblématique pour les générations à venir. Mais la réalité qui se cachait derrière ces communiqués de presse était bien plus complexe et inquiétante. Un examen approfondi des documents de la transaction, dont certains ont été divulgués au cours des querelles juridiques de 2025, a révélé des clauses contractuelles qui ont choqué les vétérans de l'industrie et les membres de la famille. La vente ne se limitait pas aux droits traditionnels, tels que l'édition, les enregistrements et l'utilisation d'images. Les clauses enfouies dans les petits caractères étaient censées accorder à Primary Wave une autorité prénégociée sur les technologies de pointe. Les droits de licence de la voix de Biggie pour les pistes générées par l'IA et la création de performances en hologramme impossibles à distinguer de l'artiste réel. Tout cela a été décidé sans véritable consultation des enfants ou des proches de Biggie. Leurs voix ont été manifestement absentes des négociations. L'ingénierie financière mise en place en coulisses est encore plus troublante. Les redevances provenant des projets à venir, y compris ces entreprises futuristes d'IA et d'hologrammes, auraient été préaffectées non pas à la succession de Biggie ou à la fiducie familiale, mais au remboursement des investisseurs privés qui avaient soutenu l'acquisition à hauteur de plusieurs millions de dollars. Cela signifie que, malgré le discours public sur la préservation de l'héritage, une part substantielle des bénéfices irait directement aux investisseurs en capital risque et aux sociétés d'investissement. En effet, l'identité artistique de Biggie est devenue un fantôme marchandisé, un actif numérique conçu pour générer des bénéfices sans lien avec sa lignée. La vente a révélé un calcul impitoyable. Il ne s'agissait pas d'honorer la mémoire de Christopher Wallace ou d'aider ses descendants. Il s'agissait de faire de son nom et de son image un produit d'investissement, susceptible d'être acheté, vendu et exploité indéfiniment. Pour de nombreux proches de la famille, la transaction présumée a été ressentie comme une ultime trahison, un effacement posthume de l'agence qui a aggravé la perte qu'ils avaient subie des décennies plus tôt. L'hommage public de la succession cachait une stratégie froide et calculée, qui a monétisé la légende de Biggie tout en dépouillant discrètement les personnes qui comptaient le plus. Cela réécrit l'histoire. La dernière boîte scellée avait été rangée dans un coin négligé de l'entrepôt souterrain du domaine. Un endroit que personne ne pensait à revisiter jusqu'à ce que l'audit de 2025 exige que chaque artefact soit pris en compte. Lorsque les enquêteurs l'ont enfin ouverte, l'air à l'intérieur était chargé de décennies de poussière et de silence. À l'intérieur se trouvait une seule et fragile feuille de papier, jaunie par le temps, intouchée par les scanners ou les archivistes numériques. Il était indubitablement écrit à la main, de la main même de Biggie. Sa signature était indubitable, mais l'encre était pâle, comme si les mots eux-mêmes étaient réticents à être révélés. Ce n'était pas une note ordinaire, c'était une liste de noms précises et effrayantes. Des hommes et des femmes que Biggie voulait explicitement écarter de ses relations d'affaires, des individus dont il se méfiait et dont il craignait qu'ils ne profitent de son absence. Des noms qui, de manière choquante, apparaissent aujourd'hui comme des acteurs clés nommés pour superviser sa succession après sa mort. Des noms directement liés à la vente controversée de son catalogue en 2025. Vente qui avait choqué les fans comme les initiés de l'industrie. La contradiction est indéniable. L'homme qui a donné une voix aux luttes et aux triomphes d'une génération avait anticipé la trahison de son propre cercle. Ces avertissements avaient été intentionnellement supprimés, enterrés sous des couches de jargon juridique, de machinations d'entreprise et de secrets bien gardés. Pendant près de 3 décennies, ces instructions ont été ignorées, au pire dissimulées. Il ne s'agissait pas simplement d'un oubli ou d'une tragique erreur de gestion. Il s'agissait d'une subversion calculée.
En ignorant ces directives, les détenteurs du pouvoir auraient réécrit le récit de l'héritage de Biggie. L'homme qui avait passé sa vie à dire la vérité au pouvoir était à nouveau réduit au silence. Non pas par des coups de feu, mais par la cupidité des entreprises et l'effacement calculé. Et maintenant, en 2025, ce silence a été rompu. Ces documents, simple, sans prétention, a bouleversé tout ce que nous pensions savoir. Il réécrit l'histoire, bien pire que ce que nous pensions. Pendant des années, les fans ont cru que l'héritage de Biggie était entre de bonnes mains, protégé par la famille, préservé avec amour. Mais la vérité révélée en 2025 a brisé cette illusion. Derrière des portes closes, le contrôle de la musique, de l'image et des revenus de Biggie était discrètement passé aux mains de ceux-là même contre lesquels il avait mis en garde. Ses œuvres inédites ont disparu. Ses droits d'auteur ont été réacheminés par des réseaux offshore et son nom est devenu un produit vendu au plus offrant, souvent sans le consentement de ceux qui l'aimaient le plus. Il ne s'agissait pas seulement d'une mauvaise gestion. Il s'agissait d'un effacement systématique et délibéré. La voix artistique de Biggie, si puissante dans la vie,